t'invite à me rejoindre. Donc ma première question, c'est avant Des gens ordinaires, il y a eu un court-métrage réalisé avec Corentin Couéplet, intitulé Un jour bien ordinaire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de développer ce court-métrage sous la forme d'une série ? Alors effectivement, il y avait un court-métrage qui s'appelait Un jour bien ordinaire qui se passait donc sur une journée. Là, Des gens bien ordinaires, ça s'étale sur une année. Un jour bien ordinaire, c'était assez différent. Déjà en termes de réalisation, il n'y avait pas ce même parti pris du 4/3. Enfin, on était sur une autre forme de réalisation. Mais surtout, c'était moins. Il y a un certain nombre de passages, je dirais, sur l'ensemble de la série qui sont assez drôles, en tout cas, je l'espère, par moment. Ce qui n'était pas du tout le cas d'Un jour bien ordinaire, qui était plus à la limite du ciné-tract, quoi. C'était vraiment le film militant où le court-métrage était beaucoup basé sur ce principe d'inversion, puisque donc vous avez remarqué que les rapports de pouvoir et les rapports de genre sont inversés. On vit donc dans un monde dirigé par les femmes ici, même si on ne pousse pas trop les potards, mais on vit quand même dans un monde dystopique. Là, dans le court-métrage, on poussait un petit peu plus loin et on était sur quelque chose de plus dans la dénonciation, en fait. Et en fait, on ne peut pas être dans la dénonciation sur un format long comme ça, de 8 épisodes. Ça ne tient pas la durée. Donc voilà, je dirais que c'était surtout ça qui était différent en termes de réa. Mais quand, je me souviens, quand on a terminé le court-métrage, je me suis dit, il y a un potentiel sériel, en fait. On a envie d'en savoir un peu plus sur le personnage de Romain. Je me souviens, après les projections donc, du court-métrage, on me disait, mais on ne comprend pas, Romain, il vient d'où? C'est quoi son milieu social? Il a une copine ou pas? Enfin, voilà. Donc on me posait plein de questions. Parce qu'on en disait vraiment très très peu dans le court-métrage. Il arrivait déjà, il était in situ, il arrivait sur le studio, dans un studio de tournage. Et en fait, là, ce que la série a permis, c'est de développer ce personnage-là et de s'attacher à lui aussi. Et de comprendre ces motivations qui effectivement peuvent paraître pas claires, où on a envie de se dire, on a des explications un peu trop faciles, du genre mais est-ce qu'il fait ça pour l'argent? Est-ce qu'il fait ça par fantasme? Et non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et voilà, je pense qu'il fallait bien 8 épisodes pour essayer de comprendre au final ce qui le motivait. Et tu as parlé de ce dispositif d'inversion des pouvoirs. Qu'est-ce que cela apporte, qu'est-ce que cela permet de dire, cette inversion du pouvoir? Et d'un autre côté, tu as parlé également de ne pas pousser trop loin les potards. Et justement, voilà, quelles sont les limites? Qu'est-ce que tu n'avais pas envie de faire, justement? Et pourquoi ce choix de faire ça avec beaucoup de délicatesse? Ce que je voulais, c'est qu'au bout d'un moment, on ne le remarque plus, ou qu'on ne le remarque pas forcément tout de suite. Et là, sur l'ensemble des 8 épisodes, j'ai la sensation, donc là vous en avez vu seulement 2, mais j'ai la sensation qu'on l'oublie assez vite, ce principe d'inversion. Et en fait, je voulais juste qu'il soit là pour créer une sensation de malaise par moment, ou un questionnement par moment. Le fait par exemple qu'il soit avec une femme plus âgée, enfin avec une jeune femme qui reste quand même jeune, mais qui néanmoins est quand même plus âgée que lui. Qui est une jeune prof, alors que lui, c'est un petit étudiant, on disait en DUG avant, mais donc voilà, en première année de licence. Je pense que vous avez remarqué aussi, ça se passe pas à notre époque, ça se passe en 99, on est à la fin des années 90, à un moment où justement ce milieu est un peu en période de fin de règne, je dirais, c'est le déclin d'une industrie, c'est avant l'arrivée d'Internet, etc. Mais donc, non, pour revenir à cette histoire d'inversion, c'est pour créer une légère sensation de malaise qui nous amène à nous questionner. Est-ce que... parce qu'en fait, j'avais pas envie de représenter de violence. C'est pas la peine, en fait, de représenter des scènes de violence. En fait, la réalité se suffit à elle-même. La banalité du sexisme se suffit à elle-même. C'est pour ça que j'ai voulu plonger tous ces personnages-là dans un monde où les rapports de pouvoir sont inversés, parce que ces petites banalités du sexisme, on finit par même plus les relever, en fait. C'est-à-dire, si par exemple j'avais mis spontanément dans ce film, dans cette série-là, un personnage féminin de 18 ans avec un mec de 32 ans qui est jeune prof, on l'aurait à peine relevé, en fin de compte. Alors que là, ça attire un peu l'œil. Surtout, il y a une autre, au début de l'épisode 3, ils en parlent justement de cette histoire de différence d'âge. Et voilà, et ça passe moins. Tout de suite, ça passe moins, en fait. Il y a plein de petits détails comme ça, on se dit, ça passe moins.
Et justement, pour une série qui se déroule dans les coulisses de l'industrie pornographique, toutes les scènes de sexe, à l'exception d'une scène de sexe, mais qui est dans l'intimité du personnage, se déroulent hors champ. Est-ce que tu peux me parler de ce choix ? Alors, ça ne se passe pas que dans les coulisses, parce qu'au final, quand on fait le compte sur les 8 épisodes, il n'y en a que 2 qui se passent sur des tournages, en fin de compte. Trois, dont une, je ne vais pas spoiler, mais dont une qui ne se passe pas très bien. Et effectivement, même cette séquence où ça ne se passe pas très bien, tout est ellipsé, déjà parce que je trouvais que ce n'était pas utile. Je trouvais que ça servait à rien. Enfin, on n'était pas là pour se rincer l'œil. Moi, j'avais envie de faire une série qui soit pudique, qui soit dans la retenue. Et donc voilà, donc tout ce qui est sexuel ou la nudité, c'est vrai qu'on a quand même réussi à cette performance de faire une série en 8 épisodes où il est question de porno sans mettre une seule scène de sexe, et le maximum de la nudité qui est dans cette série, c'est le plan que vous avez vu tout à l'heure, et un plan, un moment où il est sous la douche dans le 8e épisode, quoi, ou très, très court. Mais c'est tout, en fait, parce que c'est pas utile, en fait. C'est pas utile. D'une façon générale, j'ai toujours été très déçue, on va dire ces 25 dernières années, par tous les films que j'ai pu voir, et même tous les documentaires, par ailleurs, que j'ai pu voir sur l'industrie pornographique. J'ai toujours trouvé ça super naze, super caricatural, avec du cul gratuit, faut bien le dire, ou alors de la violence gratuite aussi. Et moi, j'avais certainement pas envie de faire ça. J'avais envie de représenter des gens hyper ordinaires, qui sont en fait hyper ordinaires dans la vie, c'est-à-dire une réalisatrice qui fait du film institutionnel à côté, des techniciennes qui sont là pour faire leurs heures, un garçon qui est pas là parce qu'il veut gagner, je sais pas, des millions, enfin, ou qu'il est super assoiffé de sexe. Enfin, je voulais représenter un milieu avec des gens qui soient pas des caricatures de ce qu'on peut voir habituellement représenté dans les médias, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais pas mettre de scènes de sexe, et je voulais pas de paillettes et de violences gratuites et trucs comme ça, parce que c'est pas utile, en fait. Est-ce que pour toi, justement, c'est ça ce qui fait l'essence de ce qu'on appelle le female gaze ? De fait, le film, on découvre un univers à travers le regard de Romain, qui est donc le personnage principal. Néanmoins, évidemment qu'en tant que réalisatrice de cette affaire, c'est mon regard aussi là-dessus, et donc mon regard sur ces passages-là ne nécessite pas justement d'hyper-érotisation de ce garçon, qui je dirais, il n'a pas l'âge d'être mon fils, mais pas loin. Si, il a l'âge d'être mon fils, en vrai. Et j'avais certainement pas envie d'érotiser le personnage de Romain. Pour moi, le personnage de Romain, c'est un personnage qui est presque qui est dans une espèce d'étrangeté face au monde, qui est un peu désexualisé, qui est pas très intéressé d'ailleurs par cette question-là. Et voilà, je me voyais pas. J'imagine, en fait, j'aurais été un mec, j'aurais fait une série sur l'industrie du porno avec une gamine de 18 ans qui rentre dans ce milieu-là, etc. Évidemment qu'au bout de 2 minutes et demie, on aurait vu son cul en string. Enfin, je veux dire, faut être clair, c'est comme ça que ça se serait passé. Et puis, on aurait eu droit à tous les poncifs, et on aurait eu droit à tous les détails les plus sordides sur toutes les pratiques. Enfin bon, bref. Et je voulais pas faire ça, moi. Moi, je voulais juste qu'on soit en empathie avec ce personnage-là, avec Romain, qui est un personnage hyper intéressant, bien au-delà justement du porno. Et justement, il y a une réplique qui a particulièrement qui m'a intéressée, c'est alors je ne sais pas si c'est dans les 2 épisodes qu'on a vus, je crois que c'est dans un épisode, j'ai un petit peu d'avance sur vous, j'ai eu la chance d'avoir accès à 4 épisodes, c'est « Peut-on critiquer le spectacle en étant soi-même un produit du spectacle ?» Et du coup, je pense que la série, c'est avant tout une réflexion, voilà, sur l'engagement et le militantisme. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as conçue ?
Pour moi, c'était vraiment très important. Effectivement, donc Romain, il a embarqué dans des histoires de militantisme avec sa copine Isor, qui, elle, est plus radicale que lui, qui s'intéresse plutôt au sabotage et aux actions clandestines. Et lui, il va là où elle va dans l'ombre, lui, il a envie d'être dans la lumière des projecteurs. Et donc de s'exposer. Et il est persuadé, dans sa grande naïveté de gamin de 18 ans, qu'il va pouvoir révolutionner les industries culturelles en produisant lui-même, en créant lui-même, en étant le Fernand de Fruits, quoi, en fait. Et ça, c'est complètement vain, c'est complètement illusoire que de penser qu'on va détruire le spectacle de l'intérieur. Ça, c'est pas possible, en fait. Mais sauf que lui, à ce moment-là, il y croit. Il pense qu'en passant à la télévision, en tenant un discours militant, et pas juste un discours militant distribué comme ça dans les couloirs de sa fac, sur, je sais pas, 30 tracts ou 50 tracts, il a l'impression qu'il va pouvoir toucher le plus grand monde et qu'il va pouvoir mettre le zbeul, quoi, en fait. Et peut-être. Enfin, voilà, en tout cas, je ne vais pas spoiler, mais en tout cas, il va tenter de mettre en place une action coup d'éclat. Et justement, tu es docteur en études cinématographiques et ton sujet de thèse s'intitule « Se raconter sans se trahir, l'autonarration à l'écrit et à l'écran ». Comment ce travail de recherche a nourri ce projet et est-ce que tu qualifierais Des gens bien ordinaires comme une autonarration ? Alors ouais, c'était vraiment super bizarre parce que je terminais l'écriture où j'étais dans l'écriture à ce moment-là du scénario Des gens bien ordinaires, et en même temps je finissais ma thèse, puisque ma thèse j'ai soutenue en décembre 2020, je crois, un truc comme ça. Donc j'étais déjà, je pense, dans la réflexion j'étais dans l'écriture, je crois bien, parce que je commençais l'écriture en mars 2020. Donc oui, c'est ça. Donc j'étais dedans, donc forcément les deux s'entre-nourrissaient. Là-dedans, ça cogitait à toute berzingue pour savoir, est-ce que c'est moi que je raconte dans cette histoire ou pas ? Et si c'est moi, comment est-ce que je le raconte ? Alors c'est pas moi, Romain, c'est pas moi. Maintenant, c'est sûr que quand on commence à gratter, on se rend compte qu'il y a des points communs. Moi, quand j'avais 18 ans, je ne faisais pas des études de sociaux, mais je faisais des études de philo. J'étais aussi embarquée dans des histoires militantes comme ça, etc. etc. Donc on peut faire un lien. Mais j'ai envie de dire, l'histoire s'arrête là. Donc on va dire c'est une forme d'autofiction, même si je me raconte sous d'autres formes là-dedans. En fait, il y a plein de petits détails que vous ne pouvez pas repérer, mais où j'ai voulu mettre de moi. Mais j'ai mis de moi... Il y a mes chiens dans la série, il y a ma maison, ce sont mes étudiants que vous avez vus, une partie en tout cas de mes étudiants qui étaient dans l'amphi. Celle qui joue la prof, Chloé Wackett, c'est une collègue. Donc en fait, c'est la fac où j'enseigne, à la fac de Limoges. Donc il y a plein de petits détails comme ça de moi qui sont à l'intérieur de cette série et qui sont moins obvious que c'est l'histoire d'un étudiant qui fait du porno, quoi. Et justement, dans ce monde de domination matriarcale, ce monde dystopique de la série, Romain, on sent là une amorce un petit peu de changement dans sa vie personnelle. Est-ce que le fait de rentrer dans le monde du porno va lui servir d'émancipation ? Est-ce que ça va être vécu comme un moyen d'émancipation pour lui ? Alors lui, il cherche l'émancipation, évidemment. Il pense arriver dans un milieu super marginal. Et puis en fait, il tombe que sur des gens super ordinaires, en fin de compte. Et ça va être sa première déception. Mais lui, sa vie, elle va changer radicalement, puisque, comme le dit sa compagne là dans l'épisode 2, c'est que le début des emmerdes. Parce qu'en fait, le porno, c'est un suicide social. C'est une mise en marche de la société sur laquelle on ne peut jamais revenir. Mais vraiment. Enfin, je sais pas, moi, je vais vous donner un exemple. Ça fait 22 ans que ça ne me concerne plus. Et on me pose encore des questions là-dessus, quoi. Qu'est-ce que, pour toi, ça apporte le fait de passer par la fiction plutôt qu'un documentaire, justement ? Tu avais fait Pornocratie avant. Voilà, qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça permet de dire qu'un documentaire ne pourrait pas dire ? Un documentaire, même si c'est du récit construit, il y a quand même une promesse de coller au réel au maximum.
Là, l'avantage de la fiction, et a fortiori une fiction qui se passe dans un monde avec des rapports de pouvoir inversés, donc un autre monde, ça permet de prendre un peu de distance avec le réel. Ça m'aurait pas du tout intéressé, par exemple, d'écrire une autobio ou de raconter mon histoire dans un doc. Enfin, non, pas vraiment. Là, ça permet quand même une liberté totale, inventer des situations qui n'existent pas, bizarrement, ça offre il y a une plus grande contrainte, puisque forcément, on a moins de liberté sur un tournage, je dirais, de fiction, parce que tout est vraiment... Il y a moins d'improvisation que sur un documentaire, où tout à coup, on va avoir une idée le matin, on va se dire « Ah, viens, on va aller filmer ça », donc c'est très différent. Néanmoins, ça offre plus de liberté ça permet de prendre une plus grande distance avec le réel, quoi. Parlons un peu du casting. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec Jérémy Gillet ? Alors Jérémy Gillet, il nous manque bien, là d'ailleurs. Jérémy Gillet, je l'avais vu dans Mytho. Je ne sais pas si vous aviez vu cette série Mytho sur Arte. Il jouait le rôle de cet adolescent non-binaire. Et je trouvais que c'était un excellent acteur, je le trouvais très touchant, mais surtout je me suis dit que c'était intéressant d'avoir un personnage qui pouvait justement être un peu dans cet entre-deux genres pour ce monde-là où les rapports sont inversés, quoi. Donc je trouvais il y avait une sorte de trouble là-dedans, et surtout moi ce que j'aime bien avec Jérémy, c'est que il peut avoir une diction parfois un peu surannée, un peu nouvelle vague par moment, et il a ce côté vraiment hors du temps que moi je trouve je trouve ça fascinant. Je me suis bien entendue avec lui, je me suis bien retrouvée là-dedans. À ses côtés, on a Anne-Sophie Laruy, Raïka Zanifficius. Sophie Marie. Pardon. Je comprends parce qu'on l'appelle Marie-Cécile, Anne-Sophie, Sophie Marie. Alors c'est Sophie Marie. Raïka Zanifficius, Romane Boringer, Andrea Bescon, Anne Benoît, Agathe Bonitzer, Pablo Cobo. Est-ce que ça a été facile de réunir tous ces noms dans la série ? C'est jamais facile de faire un casting, hein, de toute façon, mais c'était franchement on a un chouette casting. Il y a des personnes comme ça où je pense par exemple à Andrea Bescon, qui est aussi très engagée sur des questions de féminisme et contre les violences sexuelles. Je trouvais important aussi d'avoir des réalisatrices dedans. Romane Boringer, elle est aussi réalisatrice, Andrea, elle est réalisatrice. Toujours dans ce côté un peu nouvelle vague, hors du temps, je trouvais très intéressant d'avoir Agathe Bonitzer, qui pareil est une actrice qui est d'un autre temps, d'un autre monde. Je la trouve fascinante. Donc je suis très contente d'avoir ce casting-là. Raïka Zanavicius, c'est une découverte aussi. Elle irradie. Raïka, c'est celle qui joue le rôle d'Isor, donc de la copine d'enfance. Et puis Sophie Marie, c'était pas la première fois que je travaillais avec elle. Elle était donc déjà dans le court-métrage. Elle est aussi co-autrice de la série animée qu'on a faite pour Arte, Libre. On se connaît bien. Cette saison, on va pouvoir la découvrir sur Canal+ Décalé. Est-ce que tu as déjà une idée de quand ou pas encore ? Je crois qu'on est fin mai, début juin, un truc fin comme mai, ça. début juin, donc pour ceux qui auront envie de découvrir la suite. Et ma dernière question, et après on va tendre le micro au public, est-ce que cette expérience, elle t'a donné envie de continuer dans le monde sériel ? Ouais. On a hâte. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors peut-être qu'on va inverser, peut-être que Ovidie a des questions sur la réception. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager un peu leurs sentiments après avoir vu ces 2 épisodes ? Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Est-ce que ça vous a mis mal à l'aise par moment ? Alors, à quel moment ça vous a mis mal à l'aise ? Le plan du dessus où il regarde le plafond ? Ah, c'est vachement intéressant, ça. C'est pas moi, c'est elle. C'est vachement intéressant que ça vous ait mis... Pourquoi ça vous a mis mal à l'aise ? Parce que franchement, je vois parfois je sais pas si vous regardez Euphoria ou je sais pas quoi, et c'est vachement... C'est bien pire. Là, on est sur un plan où ils sont couverts, on voit rien. Pourquoi ça vous a mis mal à l'aise ? En fait, je m'y attendais pas,
voilà, enfin, genre, je sais pas, je pense que je suis pas toute seule, mais genre, je m'y attendais vraiment pas, genre. Est-ce qu'il y en a d'autres que ça a mis mal à l'aise, cette séquence? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà vu à l'écran avant? Représenté de cette façon-là ou à l'inverse, justement? À l'inverse? Je pense qu'on peut avoir ce mot de conclusion. Tu as atteint ton but, tu as suscité voilà, des questionnements. Je pense que c'était l'objectif. Il n'y a pas des moments où vous êtes retrouvés? Là, je m'adresse aux filles, là, par exemple, dans le bus, la séquence du début, où il y a la mémé qui le lorne dans le bus. Ça vous est déjà arrivé, non? Bah, c'est ça, c'est bien tout le principe. Mais effectivement, bah ouais. Bonjour, j'aurais une question par rapport à ce que vous avez dit, qu'au fond on se trouve avant la crise profonde qui a marqué le cinéma pornographique. Et tout le cinéma. Et tout, voilà, alors justement, à mon sens, sur plein de terrains, l'industrie du cinéma pornographique a montré un peu la voie de ce qui arrive ou de ce qui risque d'arriver au cinéma mainstream. Et il y a une chose qui me fascine assez fort depuis en gros 2 ans, hein, depuis surtout le confinement, c'est l'appropriation possible par les acteurs de leur propre image par l'intermédiaire d'un certain nombre de plateformes qui leur permettent d'une certaine manière de faire leur propre travail de mise en scène et de réalisation pornographique à domicile, voilà, avec les moyens que l'on connaît aujourd'hui. Et je me posais la question de savoir s'il n'y avait pas là aussi quelque chose qui risque d'arriver, et peut-être tant mieux, au cinéma mainstream, cette appropriation par les acteurs de leur propre image, de leur propre, la mise en scène de leur quotidien ou de ce qu'ils prétendent être leur quotidien, etc. Juste avant de vous répondre, j'ai quand même envie juste de poser une question très rapide. Vous avez déjà eu des VHS, vous, entre les mains? C'est quoi? Ah, c'est génial. Les VHS, c'est les cassettes vidéo, c'est ce qu'il achète dans... Parce qu'en fait, ça se passe dans un monde où, à l'époque, il n'y avait que ça. C'était des cassettes vidéo. Et pour acheter un film pornographique, il fallait aller en sex shop, il fallait acheter une cassette vidéo, soit en sex shop, soit en kiosque. Et dans les sex shops, ça coûtait parfois jusqu'à 1000 francs. Alors 1000 francs, ça ne vous parle pas, mais 1000 francs, c'est à peu près 150 €, quoi. Ça coûtait super cher de regarder du porno à l'époque. Et ça correspond à une époque où cette industrie-là a gagné énormément d'argent en vendant un peu tout et n'importe quoi et en vendant surtout du plastique. Donc effectivement, voilà, ça préfigure ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire le DVD puis l'arrivée d'Internet et puis etc. Pour répondre à votre question sur le fait de passer aujourd'hui par des plateformes pour se mettre soi-même en scène et vendre ses propres contenus, oui, c'est une ubérisation du travail. L'ubérisation du travail du sexe, on le retrouve absolument dans tous les corps de métier à l'heure actuelle. C'est vrai, on est passé à une forme de pornographie ubérisée qui aujourd'hui ne passe que par les plateformes, quoi. Donc après, on pourrait en débattre pendant des heures de cette histoire. C'est ce dont parle Pornocratie. Je ne sais pas si vous pouvez avoir l'occasion de regarder Pornocratie, mais c'était de ça dont ça parlait. Ça parlait des nouvelles multinationales du sexe. Et donc de toutes ces grandes plateformes qui sont des sites qui sont autant fréquentés que de Twitter et Wikipédia, des sites comme Pornhub, Wixhamster ou je sais pas quoi, tout ça, ça fait partie des sites les plus fréquentés au monde, donc c'est vraiment des très gros sites. Et on peut dire, oui, elles deviennent, je vais dire elles, c'est plutôt des filles, elles deviennent leurs propres patronnes en mettant en ligne leur propre contenu. Ok, d'accord, mais il faut voir ce que prélèvent les plateformes, parfois jusqu'à 70% des gains, ça. C'est un bon pourcentage de macro quand même, 70% des gains. Enfin, moi, je trouve ça énorme. Alors parfois c'est un peu moins, parfois c'est 60, parfois c'est 50. Mais voilà, c'est évidemment dans ce secteur-là, comme dans tous les métiers. Il y a même des trucs de prof en ligne, il y a de médecine en ligne. Enfin voilà, c'est une ubérisation du travail et évidemment que le monde du porno n'y échappe pas. Alors on vous remercie, on va devoir écourter cet échange puisque derrière il y a une autre séance qui est attendue. Merci encore à vous tous et excellente journée et bonne fin de festival.